J'avais 7 ans quand ma sœur, Amanda, a été acceptée à Princeton. Toute la famille a organisé une fête. À 7 ans, j'avais encore du mal à lire à voix haute, sans buter sur les mots. Maman soupirait, chaque fois que les professeurs appelaient au sujet de mes difficultés d'apprentissage. Amanda est la brillante, disait papa aux parents lors des réunions. Teresa est plus pratique. Pratique est devenu le code familial pour pas assez intelligente. Amanda a brillamment réussi sa licence en biochimie, puis ses études de médecine à Johns Hopkins. Il m'a fallu 5 ans pour obtenir ma licence, dans une petite université d'État, tout en cumulant 3 emplois pour payer mes propres frais de scolarité, après que papa ait dit que mes études ne valaient pas l'investissement, contrairement à celles d'Amanda. Lors de ma remise de diplôme, Amanda était dans sa 2e année d'internat. Elle n'a pas pu venir à ma cérémonie. Trop occupée à sauver de vraies vies, m'a-t-elle envoyé par texto. Papa et maman sont venus, mais ils sont partis juste après pour assister à la présentation d'Amanda, lors d'une conférence médicale à Boston. Nous sommes si fiers de nos 2 filles, a dit maman, en me serrant rapidement dans ses bras. La recherche révolutionnaire d'Amanda est à persévérance. La persévérance, un autre mot de code familial. Ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant ces 5 années de licence, j'avais fait plus que persévérer. J'avais mené des recherches indépendantes, dans un minuscule laboratoire auquel mon professeur de chimie m'avait donné accès après les cours. Tandis que tout le monde supposait que j'étais lente, parce que j'avais mis plus de temps à obtenir mon diplôme, je passais en réalité 60 heures par semaine à mener des expériences, à analyser des données, à échouer des centaines de fois, et à réessayer. Mon professeur, le docteur Chin, était la seule à voir ce que je faisais vraiment. Vous avez un esprit extraordinaire, Sarah, m'a-t-elle dit pendant ma 3e année. Le genre d'esprit qui voit des liens que les autres manquent. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Après mon diplôme, j'ai postulé à des programmes de doctorat. J'ai été refusé par 17 écoles. Amanda avait ri en l'apprenant. Peut-être que les études supérieures ne sont pas pour tout le monde, avait-elle dit lors d'un dîner de famille. Il n'y a aucune honte à trouver une autre voie. La 18e école était Harvard. Ils avaient vu ma proposition de recherche, les données préliminaires que j'avais recueillies dans le laboratoire du docteur Chin. Ils m'ont offert une bourse complète, plus une allocation de recherche. J'ai accepté immédiatement, mais je n'ai pas donné les détails à ma famille. Sarah a été acceptée dans un programme d'études supérieures, avait dit maman vaguement aux parents. Nous ne sommes pas vraiment sûrs de ce qu'elle en fera. Je les ai laissés penser ce qu'ils voulaient. J'étais trop occupé à travailler 18 heures par jour au laboratoire, poursuivant quelque chose qui me captivait depuis mes recherches de premier cycle, une nouvelle approche pour cibler les cellules cancéreuses, sans détruire les tissus sains. Les méthodes traditionnelles étaient brutalement toxiques. Je voulais quelque chose de différent, quelque chose de précis. Ma famille me posait rarement des questions sur mon travail. Quand ils le faisaient, je donnais des réponses brèves. Toujours au labo, toujours en recherche. Il hochait poliment la tête et changeait de sujet, pour parler de la dernière réussite d'Amanda, sa promotion au poste de médecin titulaire, sa publication dans le New England Journal of Medicine. 5 ans après le début de mon doctorat, j'ai eu ma première percée majeure. Le composé que je développais montrait des résultats sans précédent sur les modèles de laboratoire, détruisant les cellules cancéreuses avec une spécificité de 97%, tout en laissant les cellules saines complètement intactes. Le docteur Chin, devenue ma directrice de thèse, a fixé les données pendant 10 minutes d'affilée. Sarah, comprenez-vous ce que cela signifie? Ses mains tremblaient. Cela pourrait tout changer. J'ai soutenu ma thèse 3 mois plus tard. Docteur Sarah Williams, docteur en biochimie, Université de Harvard. Mes parents sont venus à la soutenance, mais semblaient déconcertés par la présentation. Très technique, avait dit papa après coup. Je suis sûr que c'est impressionnant pour les autres scientifiques. Amanda, elle, n'était pas venue du tout. Impossible de quitter l'hôpital, m'a-t-elle envoyé par texto. Après mon diplôme, Harvard m'a offert un poste de professeur adjointe et m'a donné mon propre laboratoire de recherche. À 29 ans, j'étais l'une des plus jeunes membres du corps professoral du département. La réaction de ma famille fut modérée. C'est bien, ma chérie, avait dit maman. Amanda vient d'être nommée chef de clinique. J'ai passé les 3 années suivantes à affiner mes recherches, à mener des essais cliniques, et à publier des articles dans les revues les plus prestigieuses du domaine.
Les résultats étaient extraordinaires. Les sociétés pharmaceutiques ont commencé à appeler. Les avocats spécialisés en brevets se sont impliqués. Ma famille n'avait toujours aucune idée. Chaque réunion de famille était la même. Les réussites d'Amanda occupaient le devant de la scène. Mon travail était une pensée secondaire, quelque chose qu'il ne comprenait pas et n'essayait pas vraiment de comprendre. À Thanksgiving dernier, je suis arrivé chez mes parents, seul comme d'habitude. Amanda est arrivée avec son fiancé, Marc, un cardiologue à succès. La maison était décorée de bannières félicitations, Amanda et Marc. Ils venaient de se fiancer. Sarah m'avait accueilli maman à la porte. Tu es en avance. Nous sommes encore en train de nous préparer pour la célébration des fiançailles d'Amanda. Je savais pour les fiançailles depuis 3 semaines. Personne n'avait mentionné qu'il transformait Thanksgiving en la fête d'Amanda. J'ai apporté une tarte, ai-je dit, en tendant le dessert que j'avais préparé à 3 heures du matin, après avoir quitté le laboratoire. Oh, que c'est gentil. Pose-la simplement dans la cuisine. Le traiteur d'Amanda s'occupait de la plupart de la nourriture. La maison s'est remplie de parents. Tout le monde voulait entendre parler des fiançailles d'Amanda, de sa récente promotion au poste de chef de service adjointe en médecine, de son prochain article dans le JAMA. Je me suis assise sur le canapé, répondant à des questions polies sur mon travail avec des réponses vagues. Toujours en train de faire de la recherche, demanda l'oncle Tom. C'est bien. Un travail stable, je suppose. Amanda tenait salon au centre de la pièce, sa bague de fiançailles scintillant à la lumière. Marc se tenait à ses côtés, fier et attentif. Ils formaient un couple remarquable, brillant, confiant, manifestement destiné à un grand avenir. Sarah est toujours dans son petit labo, ai-je entendu Amanda dire à une cousine. Très dévouée à ses expériences. C'est admirable, vraiment, la façon dont elle a trouvé sa niche. Sa niche, comme si j'étais une créature étrange qui avait trouvé un petit trou pour se cacher. Le dîner fut servi sur une longue table. Amanda et Marc étaient assis en bout de table, avec mes parents. J'étais à l'autre extrémité, entre mon neveu adolescent et ma tante, qui était presque sourde. La conversation coulait autour de moi, une rivière dont je ne faisais pas vraiment partie. Amanda, raconte à tout le monde ta dernière réussite avec un patient, lança maman, rayonnante. Amanda se lança dans le récit d'un cas complexe de chirurgie cardiaque sur lequel elle avait été consultée. Tout le monde écoutait, captivé. Quand elle eut fini, des applaudissements éclatèrent. Incroyable, dit papa, la voix chargée de fierté. Notre fille, qui sauve des vies. Je pris une autre bouchée de dinde. Dans ma poche, mon téléphone vibra. Je l'ignorais. C'était probablement le laboratoire. Il y avait toujours quelque chose qui nécessitait mon attention. Sarah, tu fais toujours ces expériences, demanda tante Carole d'une voix forte de l'autre côté de la table. Celle avec les souris. De la recherche cellulaire, corrigeai-je doucement. Pas des souris. Des cultures de cellules, principalement. C'est bien, ma chérie. Tu utilises des microscopes? Amanda rit. Sarah regarde à travers des microscopes depuis des années, tante Carole. C'est un travail très minutieux. Ça demande beaucoup de patience. Elle me sourit, un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Sarah a toujours été patiente, persévérante. Encore ce mot. Ça doit être très différent de la vraie médecine, commenta Marc. Amanda me dit que tu travailles encore sur tes théories. Pas des théories, dis-je doucement. De la recherche basée sur des preuves. D'accord, d'accord. Bien sûr. Il but une gorgée de vin. Ça doit quand même être agréable de travailler dans un laboratoire. Moins de pression que la médecine clinique. Pas de décision de vie ou de mort. Mon téléphone vibra encore, et encore. Je m'excusai de table et le vérifiai dans le couloir. Cet appel manquait du docteur Chin. 12 du bureau du doyen de Harvard. 3 de numéros que je ne reconnaissais pas. J'entrai dans la salle de bain et rappelai le docteur Chin et Sarah, Dieu merci. Où es-tu? Sa voix était haletante d'excitation. Chez mes parents. Dîner de Thanksgiving. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas? Rien ne va mal. Tout va bien. Le bureau des brevets a appelé, Sarah. Ils ont tout approuvé. Tout. Le composé,
le mécanisme de livraison, l'ensemble du protocole de traitement. Et les sociétés pharmaceutiques, il y a une guerre d'enchères. L'offre la plus basse jusqu'à présent est de 3,2 milliards de dollars. Je m'assis sur le bord de la baignoire. 3,2 milliards de dollars? Et ce n'est que le début. La FDA a accéléré les essais cliniques sur la base de tes résultats de phase 2, Sarah. Ils appellent ça la plus grande percée dans le traitement du cancer en 50 ans. Le doyen de la faculté de médecine de Harvard veut te parler immédiatement. Le bureau du comité Nobel essaie de te joindre. CNN, le New York Times. Ils appellent tous l'université. Où es-tu? Nous avons besoin de toi ici. Je suis au dîner de Thanksgiving. Sarah, tu dois revenir à Cambridge. Une conférence de presse est prévue pour lundi matin. C'est en train de se produire. Ton traitement va sauver des millions de vies. Je me regardais dans le miroir de la salle de bain. La même personne que j'avais toujours été. Le même visage que ma famille avait toujours considéré comme celui de la fille la moins impressionnante. Je serai là dimanche soir, dis-je. Laisse-moi d'abord finir le dîner avec ma famille. Ta famille doit être si fière, dit le docteur Chin, c'est extraordinaire. Je raccrochai et retournai à table. Amanda racontait maintenant l'histoire d'un patient difficile, démontrant son brillant contact avec les malades. Tout le monde riait aux moments appropriés. Je me rassis. Mon neveu me regarda avec curiosité. Ça va? Tu as l'air bizarre. Je vais bien, dis-je. La conversation continua autour de moi. Les réussites d'Amanda, les succès de Marc, leur projet de mariage. Je finis ma dinde et mes patates douces. Mon téléphone continuait de vibrer dans ma poche. Je l'ignorais. Après le dîner, nous sommes passés au salon pour le dessert. Le gâteau de fiançailles d'Amanda trônait en bonne place, une imposante pâtisserie décorée de fleurs en sucre. Ma tarte était sur le côté, à peine touchée. Sarah, tu as été bien silencieuse, dit maman en servant le gâteau. Tout va bien avec tes recherches. Ça va, dis-je. Toujours en train de jouer avec des éprouvettes, gloussa l'oncle Tom. Quand vas-tu faire quelque chose de concret avec ce diplôme sophistiqué? Amanda intervint avant que je ne puisse répondre. Sarah est très dévouée à son travail. C'est juste différent de la pratique clinique, plus théorique. Elle se tourna vers moi avec ce même sourire pas tout à fait bienveillant. Tu essaies toujours de guérir le cancer? C'est ton projet fétiche depuis des années, n'est-ce pas? Je travaille en recherche oncologique, oui. Si ambitieuse, dit-elle, et d'une manière ou d'une autre, cela sonnait comme une critique. Arrête de faire semblant d'être une scientifique, Sarah. Nous savons tous que la recherche fondamentale est là où vont les gens qui ne peuvent pas supporter la vraie médecine. Le silence se fit dans la pièce. Quelques rires gênés. Maman intervint rapidement. Allons, Amanda. Non, je suis sérieuse, continua Amanda, s'échauffant. Son succès l'avait rendue audacieuse, confiant en sa supériorité. Sarah est dans ce laboratoire depuis quoi, 8 ans maintenant? Et qu'est-ce qui en est ressorti? Quelques articles publiés que personne ne lit. Pendant ce temps, moi, je sauve réellement des vies chaque jour à l'hôpital. Elle regarda autour d'elle, cherchant du soutien. Je ne fais que dire ce que tout le monde pense. Il est peut-être temps que Sarah envisage une autre voie. Peut-être essayer une école professionnelle. Il n'y a rien de mal à être technicienne de laboratoire. Un travail très respectable. Marc hocha la tête en signe de soutien. Amanda a raison. La recherche universitaire, c'est bien pour certaines personnes, mais c'est en médecine clinique qu'on fait vraiment une différence. Papa se tortilla, mal à l'aise. Eh bien, Sarah a toujours été plus douée pour le travail de fond. Tout le monde ne peut pas supporter la pression des soins aux patients comme Amanda. Exactement, dit Amanda. Sarah a trouvé son niveau. Il n'y a pas de honte à ça. Elle est douée pour suivre des protocoles, faire des tâches répétitives, très minutieuses. Elle le dit comme si elle complimentait une assistante particulièrement bien formée. Je souris poliment et ne dis rien. Mon téléphone vibrait continuellement maintenant. Le bureau du doyen de Harvard. Un numéro en 617 que je reconnus comme celui du président de l'université. Le fait est, continua Amanda, enhardie par mon silence, que certaines personnes sont faites pour diriger, pour innover, pour être à la pointe de la médecine.
Et d'autres sont faites pour être du personnel de soutien. Sarah est plutôt du type personnel de soutien. J'ai toujours su ça d'elle. Elle a tellement essayé de te suivre, dit maman, voulant bien faire mais empirant les choses. Depuis que vous êtes enfant. Mais tu es juste naturellement brillante, Amanda. Sarah a dû travailler tellement plus dur pour tout. Ce qui est admirable, ajouta rapidement Amanda. Sa persévérance est vraiment impressionnante, même si les résultats ne sont pas significatifs. Mon téléphone sonna fort cette fois, la sonnerie personnalisée que j'avais réglée pour le bureau du doyen de Harvard. Tout le monde se tourna pour me regarder. Désolé, dis-je en sortant mon téléphone. Pendant le dessert? Amanda parut agacée. Ton petit laboratoire ne peut pas attendre? Je me levai et répondis à l'appel. Dr Williams à l'appareil. Sarah. La voix du doyen Richardson retentit dans le haut-parleur, assez fort pour que plusieurs personnes à table puissent l'entendre. Nous essayons de vous joindre tout l'après-midi. Où êtes-vous? Dîner de Thanksgiving en famille, doyen Richardson. Eh bien, revenez immédiatement. Toute la communauté médicale essaie de vous joindre. Avez-vous la moindre idée de ce qui s'est passé? Votre brevet a été approuvé, et les enchères ont atteint 4,1 milliards de dollars. Pfizer vient d'entrer dans la course. La FDA qualifie votre traitement de l'avancée la plus significative en oncologie depuis le développement de la chimiothérapie. Nous avons besoin de vous pour des interviews. 60 minutes vous veut demain. Le bureau du comité Nobel a appelé 3 fois. Sarah, votre découverte va révolutionner le traitement du cancer dans le monde entier. Nous parlons de sauver des dizaines de millions de vies. La faculté de médecine de Harvard organise une conférence de presse lundi, et le président veut que vous parliez à la Maison-Blanche le mois prochain. Le silence était devenu total dans la pièce. Tout le monde me fixait. Je comprends, doyen Richardson. Je serai de retour demain soir. Demain? Sarah, ça ne peut pas attendre. Le monde a besoin de vous entendre. Vous êtes sur le point de devenir la chercheuse médicale la plus célèbre de cette génération. Lundi matin, alors. Je serai là dimanche soir. D'accord. Mais Sarah, félicitations. Ce que vous avez accompli est extraordinaire. Votre mécanisme de ciblage cellulaire est du pur génie. Toute la communauté scientifique est en admiration. Je raccrochai. Le silence dans la pièce était assourdissant. Le visage d'Amanda était devenu blême. C'était quoi, ça? Mon téléphone sonna de nouveau immédiatement. Cette fois, un numéro avec un indicatif suédois. Je connaissais ce numéro. L'Assemblée Nobel à l'Institut Karolinska. Je répondis. Docteur. Sarah Williams. Docteur Williams, ici le professeur Anderson du comité Nobel de physiologie ou médecine. Nous avons tenté de vous joindre au sujet de votre découverte révolutionnaire en thérapie ciblée contre le cancer. Le comité souhaiterait discuter de vos recherches et de leurs implications. Seriez-vous disponible pour un appel lundi matin? Oui, professeur. Lundi matin me convient parfaitement. Excellent. Et puis-je vous offrir mes félicitations personnelles? Votre travail est tout simplement révolutionnaire. Nous nous parlerons lundi. Je raccrochai et regardai ma famille. Ils étaient tous figés, les fourchettes à mi-chemin de la bouche, me regardant comme si j'avais développé une deuxième tête. Sarah, dit maman lentement. C'était. A-t-il dit au comité Nobel? Oui. Et le doyen a dit. 4 milliards de dollars? La voix de papa se cassa sur le chiffre. 4,1 milliards de dollars, bien que je m'attende à ce que ça monte plus haut. Plusieurs sociétés pharmaceutiques sont en train d'enchérir. Amanda se leva brusquement. De quoi parles-tu? Quel brevet? Quelle découverte? Je sortis mon téléphone et ouvris mes emails, transférai la documentation d'approbation du brevet au chat de groupe familial. Mes recherches des 8 dernières années. Un nouveau composé qui cible les cellules cancéreuses avec une spécificité de 97%, tout en laissant les tissus sains intacts. Il a passé avec succès les essais cliniques de phase I et de phase 2. La FDA l'a accéléré pour la phase 3. Les premières projections suggèrent qu'il pourrait prolonger les taux de survie des patients atteints de cancer de stade 4 de 15 ans en moyenne, avec une qualité de vie considérablement améliorée. Je les regardais ouvrir leur téléphone,
leur visage tandis qu'ils essayaient de comprendre le langage technique, l'ampleur de ce qu'ils lisaient. Mais tu es juste. La voix d'Amanda s'éteignit. Tu fais de la recherche fondamentale. Tu n'es pas un vrai médecin. J'ai un doctorat de Harvard. Je suis professeur adjointe dans leur département de biochimie. Je dirige mon propre laboratoire de recherche. Et depuis 3 heures, je suis la créatrice de ce que la FDA appelle la plus importante avancée dans le traitement du cancer depuis un demi-siècle. Marc avait l'air sur le point d'être malade. 4 milliards de dollars pour la licence du brevet? Oui, bien que je ne touche pas la totalité. Harvard en reçoit une part importante, tout comme mes partenaires de recherche, mais ma part sera substantielle. Maman s'assit lourdement. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? J'ai essayé, pendant des années. Ça ne vous intéressait pas. À chaque réunion de famille, chaque conversation sur mon travail, vous le qualifiez d'expérience et de théorie. Vous m'avez dit que je n'étais pas faite pour la vraie médecine, que je devais trouver mon niveau. Les mains d'Amanda tremblaient. Tu nous as laissé croire que tu échouais. Tu nous as laissé croire que tes recherches n'allaient nulle part. Je ne vous ai rien laissé croire. Vous avez supposé. Je vous ai corrigé à plusieurs reprises. Vous n'avez simplement pas écouté. Vous étiez trop occupé à être la brillante, la réussie, celle qui faisait vraiment une différence. Le visage de papa était devenu rouge. Mais tu n'as jamais rien dit sur une recherche révolutionnaire ou des brevets ou. J'ai publié 17 articles au cours des 3 dernières années dans Nature, Science et Cell. J'ai fait des présentations à la conférence de l'Association américaine pour la recherche sur le cancer à 2 reprises. J'ai eu un portrait dans la MIT Technology Review l'année dernière. Vous n'avez jamais demandé à en lire un seul. Vous n'êtes jamais venu à aucune de mes présentations. Vous êtes venu à celle d'Amanda, à chaque fois. Ces revues, commença l'oncle Tom, sont les publications scientifiques les plus prestigieuses du monde, fini-je. Amanda le sait. Elle les lit pour son propre domaine. Elle a vu mon travail. Elle a simplement choisi de le mépriser. La bague de fiançailles d'Amanda scintilla alors qu'elle s'agrippait au bord de la table. Tu m'as fait passer pour une idiote. Non, tu l'as fait toute seule. Je te dis depuis 8 ans que mes recherches sont importantes. Tu as choisi de croire que je jouais dans un laboratoire parce que je n'étais pas assez doué pour la médecine clinique. Tu as choisi de te moquer de moi à chaque occasion, pour rappeler à tout le monde que tu étais la sœur qui réussissait, et que moi, j'étais juste persévérante. Mon téléphone vibra de nouveau. Le New York Times. Puis la BBC. Je dois y aller, dis-je en me levant. Je dois me préparer pour la conférence de presse de lundi, et je devrais probablement commencer à retourner ces appels. Apparemment, le gouverneur veut me décerner une récompense et le président me veut à la Maison Blanche. Sarah, attends. Maman tendit la main vers moi. Nous ne savions pas. Nous ne comprenions pas, vous ne vouliez pas comprendre. Il y a une différence. Je pris mon manteau dans le couloir. Derrière moi, la pièce explosa en un chaos. Amanda pleurait. Papa cherchait frénétiquement mon nom sur Google. Maman essayait de lire les documents du brevet sur son téléphone. L'oncle Tom disait à qui voulait l'entendre qu'il avait toujours su que j'étais brillante. Je sortis vers ma voiture. Mon téléphone sonna de nouveau. Es-tu sur le chemin du retour? Oui. Je serai là avant minuit. Bien. Je viens de raccrocher avec la Fondation Lasker. Sarah, ils veulent te décerner le prix de la recherche médicale fondamentale. Et on parle d'un prix Breakthrough. Ton traitement va tout changer. Chaque patient atteint de cancer dans le monde bénéficiera de ton travail. Je suis rentré à Cambridge en silence, mon téléphone s'illuminant d'appel après appel. Au moment où j'ai atteint mon appartement, la nouvelle était tombée. Une chercheuse de Harvard développe un traitement révolutionnaire contre le cancer était en tendance sur toutes les plateformes de médias sociaux. Ma photo universitaire était partout. Dimanche matin, je me suis réveillé avec 847 emails non lus et 92 messages vocaux. 23 provenaient de ma famille. Je n'en ai écouté aucun. La conférence de presse du lundi fut surréaliste. Le doyen Richardson m'a présenté comme l'un des esprits les plus brillants de sa génération. La salle était bondée de journalistes, de chercheurs, de représentants pharmaceutiques. Les flashs des appareils photo crépitaient continuellement. J'ai expliqué mes recherches en des termes que le grand public pouvait comprendre.
Les questions ont duré 2 heures. Lorsque j'ai mentionné les améliorations prévues du taux de survie, plusieurs personnes dans le public ont commencé à pleurer. Après la conférence de presse, le docteur Chin m'a pris à part. L'offre finale est arrivée. 5,7 milliards de dollars d'un consortium de sociétés pharmaceutiques. Ils veulent accélérer la production immédiatement. Sarah, ton traitement pourrait être disponible pour les patients d'ici 18 mois. C'est plus rapide que ce que j'attendais. La FDA en fait une priorité. Tes résultats de phase 2 étaient trop convaincants pour être ignorés. Ce n'est pas seulement une percée, Sarah. C'est une révolution. Mon téléphone sonna. Ma mère. Je laissai le message sur le répondeur. Mardi matin, j'étais en couverture du magazine Time. La scientifique qui a changé le traitement du cancer pour toujours. L'article détaillait mes recherches, mes années de travail, ma découverte. Il mentionnait, presque en passant, que j'avais une sœur qui était médecin. Amanda a appelé 17 fois ce jour-là. Je n'ai pas répondu. Mercredi, j'ai reçu une invitation formelle de la Maison-Blanche. Le président voulait me remettre la médaille nationale de la science. La cérémonie aurait lieu dans 2 mois. Jeudi, ma mère s'est présentée à mon laboratoire sans prévenir. La sécurité m'a appelé à l'accueil. Sarah, s'il te plaît. Nous devons parler. Je suis très occupé, maman. J'ai des interviews avec la BBC et The Economist cet après-midi. Je sais que nous avons fait des erreurs. Je sais que nous n'avons pas apprécié ce que tu faisais. Mais tu es toujours notre fille. Nous sommes toujours ta famille. Vraiment? Parce que depuis 15 ans, vous avez très clairement montré qu'Amanda était la fille digne d'être célébrée. Moi, j'étais juste la persévérante, celle qui n'était pas tout à fait assez douée. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Vous l'avez dit vous-même, encore et encore. Vous ne vous attendiez simplement pas à ce que je réussisse malgré votre mépris. Vous pensiez que j'accepterais ma place de fille inférieure et que je serais reconnaissante pour les miettes d'attention que vous m'offriez. Elle pleurait maintenant. S'il te plaît, ne nous exclus pas, Amanda est anéantie. Elle ne comprenait pas. Aucun de nous ne comprenait. Parce que vous n'avez pas essayé de comprendre. Je vous ai donné toutes les occasions. Vous avez choisi de croire que j'échouais parce que c'était plus facile que d'accepter que je puisse réussir d'une manière que vous ne pouviez pas mesurer. Que veux-tu que nous fassions? Je l'ai regardée, cette femme qui m'avait élevé, qui m'avait aimé à sa manière, mais qui m'avait toujours trouvé quelque peu inférieur à ma brillante sœur. Je veux que tu rentres chez toi. Je veux que tu penses aux 15 dernières années, à chaque mépris, chaque supposition, chaque fois que tu as choisi de ne pas poser de questions sur mon travail parce que tu avais déjà décidé que ce n'était pas important. Et ensuite, je veux que tu te demandes pourquoi il a fallu un brevet de 4 milliards de dollars et un appel du comité Nobel pour que tu me vois comme quelqu'un digne de ton attention. Sarah. Je dois retourner à mon laboratoire. J'ai du travail à faire. Un travail qui va sauver des millions de vies. Le travail que tu qualifiais de simples expériences. Je suis reparti, vers mon laboratoire, vers mes recherches. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Papa, l'oncle Tom, la tante Carole, des parents dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, voulant soudainement me féliciter, me dire qu'ils avaient toujours cru en moi. Je les ai tous mis en sourdine et je suis retourné au travail. L'annonce du prix Nobel a eu lieu en octobre. Le prix Nobel de physiologie ou médecine pour le développement de nouvelles thérapies ciblées contre le cancer. J'étais la plus jeune femme à le recevoir. Amanda a envoyé des fleurs à mon hôtel à Stockholm. La carte disait « Je suis désolé. Je suis si fier de toi. » J'ai laissé les fleurs dans la chambre en partant. Au banquet Nobel, j'étais assise à côté d'un physicien qui avait gagné pour son travail sur l'informatique quantique. « Votre famille doit être incroyablement fière, » a-t-il dit. « Je suppose qu'ils le sont maintenant, » ai-je dit. Bien qu'il ne s'y intéressait pas particulièrement jusqu'à ce que cela vienne avec un prix d'1 milliard de dollars et une reconnaissance internationale. Il a ri. La malédiction du scientifique. Personne ne comprend ce que nous faisons jusqu'à ce que cela change le monde. Ou jusqu'à ce que cela fasse la une des journaux. Ma première patiente à recevoir le traitement fut une fillette de 6 ans atteinte d'un neuroblastome de stade 4. Son pronostic était de 6 mois. 3 mois après le début de mon protocole de traitement, ses tumeurs avaient diminué de 83%.
Les oncologues qualifiaient cela de miraculeux. Je me suis assise avec sa mère dans le couloir de l'hôpital après avoir examiné les derniers scanners. « Vous avez sauvé la vie de ma fille », a-t-elle dit en me tenant les mains. « Comment pourrais-je jamais vous remercier ? Vous n'avez pas besoin de me remercier. C'est pour ça que je suis devenu scientifique. » Ce soir-là, j'ai finalement écouté les messages vocaux d'Amanda. Il y en avait 47, couvrant les 8 mois depuis Thanksgiving. La première douzaine était en colère, sur la défensive. Ceux du milieu étaient suppliants. Les plus récents étaient différents. Sarah, j'ai regardé ton interview sur 60 minutes. La partie où tu parlais de voir le cancer emporter notre grand-mère quand nous étions enfants, et de décider alors que tu trouverais un moyen de le combattre. J'avais oublié ça. J'avais oublié que c'était toi qui lui tenais la main pendant la chimio. J'étais trop dégoûté. Tu avais 11 ans, et tu étais déjà plus courageuse que je ne l'ai jamais été. J'ai sauvegardé ce message vocal, mais je ne l'ai pas rappelé. Le traitement est entré en pleine production 14 mois après l'approbation du brevet. Il a été mis à disposition dans le monde entier, avec des prix subventionnés pour les pays en développement. Le consortium pharmaceutique prévoyait qu'il atteindrait 10 millions de patients dès la première année. Dans mon laboratoire, nous travaillons déjà sur la prochaine génération de thérapies ciblées, cancer du pancréas, glioblastome, les cancers agressifs qui avaient encore des taux de survie lamentables. J'avais maintenant une équipe de 12 chercheurs, une installation de pointe, un financement illimité. Tu pourrais prendre ta retraite, m'a dit le docteur Chin un soir, alors que nous examinions des données. Tu as gagné assez d'argent pour ne plus jamais travailler. Tu as accompli plus que ce dont la plupart des scientifiques rêvent. Tu as gagné le prix Nobel, pour l'amour de Dieu. Et laisser tout ça ? J'ai fait un geste vers le laboratoire, l'équipement, la recherche qui sauverait des milliers d'autres vies. C'est ce que j'ai toujours été censé faire. Ma famille ne pouvait tout simplement pas le voir. Leur as-tu parlé ? Ma mère envoie des emails. Amanda appelle toutes les quelques semaines. Je ne réponds généralement pas, ils essaient, Sarah. Ils essaient maintenant, parce que j'ai réussi malgré eux. Où étaient-ils quand j'avais besoin de soutien ? Quand je cumulais 3 emplois pour payer mes études, parce que papa disait que je ne valais pas l'investissement ? Quand je soutenais ma thèse devant une salle pleine de professeurs sceptiques, et que ma famille ne se donnait pas la peine de comprendre ce que je présentais ? Ils ne croyaient pas en moi à l'époque. Je n'ai pas besoin qu'ils croient en moi maintenant. Le docteur Chin est resté silencieux un moment. C'est ton choix. Mais s'accrocher à la colère n'améliorera pas la recherche. Je ne suis pas en colère. J'en ai juste marre de prétendre que nous sommes une famille proche. Ils m'ont appris que l'amour est conditionnel, que la valeur doit être prouvée en des termes qu'ils comprennent. Je l'ai prouvé maintenant, mais je n'ai plus besoin de leur validation. 2 ans après l'approbation du brevet, j'ai été invité à prendre la parole lors d'une conférence de survivants du cancer. 3000 personnes remplissaient l'auditorium, toutes vivantes grâce au traitement que j'avais développé. Certains n'avaient eu que quelques mois à vivre. Ils étaient maintenant sans cancer depuis 1 an, 2 ans, plus longtemps. Une femme s'est approchée de moi après mon discours. Elle avait la quarantaine, était dynamique et en bonne santé. On m'a diagnostiqué un cancer de l'ovaire de stade 4 il y a 3 ans. Il me donnait 6 mois. Je suis maintenant en rémission complète depuis 18 mois, grâce à votre traitement. J'ai pu voir ma fille obtenir son diplôme de fin d'études secondaires la semaine dernière. Je vais l'accompagner à l'hôtel l'été prochain. C'est vous qui m'avez donné ça. Je l'ai serré dans mes bras, cet inconnu dont j'avais sauvé la vie, et j'ai senti le poids de ce que j'avais accompli s'ancrer en moi. Cela valait plus que n'importe quel prix Nobel, n'importe quel brevet, n'importe quelle somme d'argent. C'est pour ça que j'avais passé toutes ces années au laboratoire, pendant que ma famille méprisait mon travail comme étant sans importance. Ma mère s'est présentée à cette conférence. Je l'ai aperçue au fond de l'auditorium pendant mon discours. Après, elle a attendu que je salue les survivants, que je signe des livres, que je réponde à des questions. Elle a attendu 2 heures. Finalement, la foule s'est dispersée. Elle s'est approchée lentement, comme si elle avait peur que je m'enfuie. « Salut, Sarah. Maman. » C'était un discours incroyable. Ces gens. Toutes ces vies que tu as sauvées. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis venu te voir. Pour vraiment te voir cette fois.
Pas comme la petite sœur d'Amanda ou la fille qui a mis plus de temps à obtenir son diplôme. Comme le docteur Sarah Williams, la scientifique qui a changé le monde. Je l'ai regardée, cette femme qui m'avait élevée mais ne m'avait jamais vraiment comprise. Il est trop tard pour ça, ai-je dit doucement. Tu as eu 32 ans pour me voir. Tu as choisi de ne pas le faire. Tu ne peux pas te présenter maintenant et revendiquer la fierté de mes accomplissements, quand tu as passé des décennies à me dire que je n'étais pas assez doué. Je n'ai jamais dit ça. Tu l'as dit constamment. Peut-être pas avec ces mots exacts. Mais chaque fois que tu méprisais mon travail, chaque fois que tu me comparais défavorablement à Amanda, chaque fois que tu ne te donnais pas la peine de poser des questions sur mes recherches, tu me disais que je ne valais pas ton attention. Tu me disais que je n'étais pas assez doué pour mériter ta fierté. Elle pleurait. Je ne savais pas. Je ne comprenais pas ce que tu faisais. Tu n'as pas essayé de comprendre. C'est ça la différence. Le travail d'Amanda était facile à comprendre pour vous, parce que vous pouviez voir des résultats immédiats, des patients qui allaient mieux, des vies sauvées sur le champ. Mon travail a pris du temps. Il exigeait la foi que je construisais quelque chose de significatif. Vous n'avez jamais eu cette foi en moi. Je suis désolé. Je sais que tu le es. Mais désolé ne me rend pas ces années. Désolé n'efface pas les dégâts. Vous m'avez appris que ma valeur devait être prouvée par une validation externe, que je devais accomplir quelque chose de spectaculaire avant de mériter votre amour. Et vous savez quoi? Je l'ai accompli. J'ai dépassé toutes les mesures de succès possibles. Mais je l'ai fait sans votre soutien. Et je n'en ai pas besoin maintenant. Je suis parti, retournant à mon hôtel, à mes notes de recherche, au travail qui avait toujours compté plus que l'approbation familiale. Le Thanksgiving suivant, je ne suis pas rentré à la maison. Je l'ai passé dans mon laboratoire, avec mon équipe de recherche, à mener des expériences sur notre nouveau composé pour le traitement du cancer du pancréas. Nous avons commandé de la nourriture chinoise et travaillé jusqu'à minuit. C'était le meilleur Thanksgiving que j'ai jamais eu. Amanda s'est présentée à mon laboratoire en décembre, sans prévenir. La sécurité a de nouveau appelé. Dites-lui que je ne suis pas disponible, ai-je dit. Elle dit que c'est important. Elle dit qu'elle attendra aussi longtemps qu'il le faudra. J'ai soupiré. D'accord. 10 minutes. Elle avait l'air différente, plus petite, moins confiante en quelque sorte. La brillante chirurgienne qui avait toujours été si sûre de sa supériorité semblait maintenant incertaine, presque fragile. Merci de me recevoir. Tu as 10 minutes. Je suis en thérapie depuis 6 mois maintenant, pour comprendre pourquoi j'avais besoin de te rabaisser pour me sentir accompli, pourquoi je ne pouvais pas célébrer tes réussites. Tant mieux pour toi. Le thérapeute a dit que j'étais menacé par toi, que j'ai vu ton intelligence et ta détermination et que je me suis senti inférieur, alors j'ai dû minimiser ton succès pour protéger mon ego. Il a dit que j'étais toujours en compétition avec toi, même quand tu n'étais pas en compétition avec moi. C'est entre toi et ton thérapeute. Sarah, j'essaie de m'excuser. De m'excuser vraiment. Pas parce que tu as gagné un prix Nobel ou gagné des milliards de dollars, mais parce que j'ai été une sœur terrible, parce que j'ai passé toute notre vie à te démolir alors que j'aurais dû te soutenir. D'accord. D'accord? C'est tout ce que tu as à dire? Que veux-tu de moi, Amanda? Le pardon? La réconciliation? Une relation où nous faisons comme si les 15 dernières années n'avaient pas eu lieu? Je n'ai pas l'énergie pour ça. Je suis trop occupé à sauver des vies. Le travail que tu qualifiais de pas de la vraie médecine. J'avais tort. Oui, tu avais tort. Et peut-être qu'un jour, ça comptera pour moi. Mais en ce moment, j'ai des recherches à terminer, des patients qui ont besoin de traitement, et un monde qui prend enfin les femmes en sciences au sérieux grâce à ce que j'ai accompli. Je n'ai pas le temps de gérer ta culpabilité. Tu me manques. L'idée de moi te manque, la petite sœur qui était censée rester à sa place, qui était censée être reconnaissante pour des miettes d'attention. La vraie moi ne te manque pas, parce que tu ne l'as jamais connue. Tu étais trop occupé à être la star pour remarquer que je devenais le soleil. Je suis retourné à mon laboratoire, la laissant debout dans le hall. Mes 10 minutes étaient écoulées. 3 ans après ce dîner de Thanksgiving, j'ai été nommé l'une des 100 personnes les plus influentes du monde par le magazine Time. Le portrait a été écrit par un lauréat du prix Nobel de chimie.
Il qualifiait mon traitement contre le cancer de la percée médicale la plus significative du XXIe siècle et prédisait qu'il sauverait plus de 100 millions de vies au cours de la prochaine décennie. Ma famille m'a félicité. J'ai répondu par de polis messages de remerciement. Nous sommes cordiaux maintenant, à la manière de parents éloignés qui se voient lors de rassemblements obligatoires. J'assiste parfois à Noël, partant toujours tôt pour le travail de laboratoire. Amanda et moi échangeons des banalités. Maman essaie trop fort de poser des questions sur mes recherches. Papa dit aux gens que je suis une scientifique, comme s'il testait un mot inconnu. Ils veulent le pardon. Ils veulent la réconciliation. Ils veulent que je dise que tout va bien, que je comprends, que la famille est ce qui compte. Mais j'ai appris quelque chose d'important pendant ces années où ils m'ont méprisé. La famille, ce n'est pas seulement la biologie. La famille, ce sont les gens qui croient en toi quand tu n'es personne, pas seulement quand tu es en couverture du magazine Time. La famille, c'est le docteur Chin, qui a vu mon potentiel quand j'étais une étudiante de premier cycle en difficulté. La famille, c'est mon équipe de recherche, qui travaille 18 heures par jour parce qu'elle croit en notre mission. La famille, ce sont les milliers de survivants du cancer qui m'envoient des cartes de remerciement, qui donnent mon nom à leurs enfants, qui ont pu vivre parce que je n'ai jamais abandonné. Ma famille biologique m'a appris que le succès, mesuré selon leurs termes, était le seul succès qui comptait. Ils m'ont appris que la validation externe était plus importante que la valeur interne. Ils m'ont appris que l'amour est conditionnel, que la fierté doit être méritée par des accomplissements qu'ils pouvaient comprendre et dont ils pouvaient se vanter. Ils avaient tort sur toute la ligne. Je suis le docteur Sarah Williams. J'ai un doctorat de Harvard. Je dirige l'un des laboratoires de recherche les plus prestigieux du monde. J'ai gagné le prix Nobel. J'ai sauvé des millions de vies et j'en sauverai des millions d'autres. Et j'ai fait tout ça sans avoir besoin que ma famille comprenne, qu'elle croie, ou qu'elle soit fière. Leur fierté ne signifie plus rien pour moi maintenant. Mon travail parle de lui-même.